Quand on prend les pays d'Europe centrale ou orientale, qui sont, très associés aux Américains dans toutes les entreprises internationales. Ils ont été plus que nous sur ces théâtres d'opération-là, les Polonais notamment. Ils n'ont pas connu d'attentats sur leur territoire. Pourquoi ? Parce qu'ils ont de toutes petites communautés musulmanes. Plus la communauté musulmane est grande, plus le risque de radicalité est grand. Et plus en fin de parcours, il peut y avoir des actes terroristes. Faut-il être naïf pour croire que si on n'intervient pas, nous ne serions pas frappés ? Vous croyez vraiment que ce serait une protection ? Que si on n'était pas au Sahel... Non, mais ce n'est pas ce que je dis, justement. Je vous dis que la Pologne est un pays qui est intervenu aux côtés des États-Unis, et même plus que nous. Oui, mais or, ils n'ont pas été frappés. Donc, quelle est votre conclusion ? Ma conclusion, c'est qu'effectivement, il y a, encore une fois, une partie de l'islam qui veut nous frapper, qui veut nous tuer, qui veut nous infliger les pires tortures. Mais cette partie de l'islam-là, même si elle n'est pas majoritaire, elle devient significative dès lors que la communauté musulmane est très importante dans un pays. La France a une communauté musulmane de plusieurs millions de personnes. Le risque qu'il y ait de la radicalité et le risque qu'il y ait du terrorisme en bout de chaîne est beaucoup plus important que dans un pays comme la Pologne, où il n'y a pas de communauté musulmane l'islam radical. Vous dites une partie. Pourquoi vous ne dites pas l'islam radical ? Oui, l'islam radical, mais j'ai pas de problème avec ça, bien sûr. Comme ça, vous faites bien la différence. Non, j'ai dit la radicalité, j'ai prononcé le mot. Vous voulez dire que le crime sera d'autant plus grave qu'il est proportionné au nombre de musulmans sur le territoire ? Non, pas du tout. Je dis le risque. Moi, je ne raisonne pas, si vous voulez, par rapport au crime. Mais là, vous parlez de proportion. Je raisonne par rapport... Moi, je fais un raisonnement politique. Et un politique, sa première motivation doit être la protection de son pays. Moi, je dis qu'effectivement, les pays qui ont le plus fort nombre de musulmans sont aussi les pays où il y a les risques d'un islam radical significatif et donc le risque d'attentats terroristes. Il fait le lien entre immigration les pays qui ont un tout petit nombre de musulmans, comme c'est le cas des pays d'Europe centrale et orientale, ils n'ont pas les attentats que nous avons, alors même qu'ils sont intervenus plus que nous sur le théâtre irak-syrien. Je ne crois pas que ce soit lié à ces raisons-là. C'est factuel, hein, c'est pas discutable. La Pologne n'a pas d'attentat. Voilà. Vous pouvez y aller par 4 chemins. La Pologne, la Hongrie, la République tchèque n'ont pas d'attentat. Mais pour ça, encore faut-il, si vous voulez, que les élites qui président aux destinées de la France soient animées par une idée nationale, soient animées par l'amour de la France. Vous en faites partie des élites. Inculque la fierté de la... Mais c'est ce que j'essaie de faire, figurez-vous. En tout cas, par mon propre exemple, même s'il est modeste, mais j'essaye au moins de faire en sorte que les gens soient fiers d'être français, d'avoir un discours qui parle aux Français, qui parle de la France. Et c'est ça dont on a besoin. Et pour protéger la France, parce qu'on parlait de ça il y a un instant, c'est-à-dire quelle leçon on va tirer aujourd'hui et demain de ce procès, eh bien encore faut-il faire un retour d'expérience de tout ce qui s'est passé. Comment ces terroristes sont entrés en France sans qu'on le sache ? Il y a des frontières. Est-ce qu'on a remis les frontières ? Est-ce qu'aujourd'hui on contrôle qui sort et qui rentre sur notre territoire ? Non. Toutes les personnalités de l'enquête, tous ceux qui ont eu affaire de près ou de loin, tout ça, vont être entendus, vont témoigner, vont devoir apporter des réponses claires. Je sais, mais la question, vous savez, la France n'a pas les Français n'ont pas besoin d'être entendus, ils n'ont pas besoin de psychologues, ils ont besoin qu'on agisse, d'accord ? Or, il n'y a pas d'action concrète qui vise à éradiquer les risques qui nous ont conduits au 13 novembre. Les frontières sont toujours ouvertes. Les mosquées radicalisées sont toujours ouvertes pour la plupart. Les individus fichés S étrangers ne sont toujours pas expulsés. Les doubles nationaux ne sont toujours pas mis préventivement en tôle, etc. Préventivement en tôle, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre phrase. On entretient le risque que ça puisse dégénérer. Préventivement en prison ? Oui, parce que nous sommes encore une fois en guerre. Et si on veut que l'état de droit soit respecté malgré le fait que nous soyons en guerre, eh bien il faut appliquer le code pénal et son article 411. On en a déjà parlé 20 fois sur ce plateau, notamment avec Maître Obadia. Donc moi je crois que la protection de la France... Alors vous pouvez dire oui, mais on va un tout petit peu reculer, on va faire du tort à certains fichiers S étrangers. Mais alors, vous préférez quoi ? Vous préférez qu'on prenne le risque d'enfermer préventivement avec le... Je ne comprends pas que vous ne soyez pas scandalisés par les centaines de morts et les centaines de blessés que nous avons eus, autant qu'on peut être scandalisé par enfermer un type qui est fiché S et qui est radicalisé. Enfin, on a tous été profondément meurtris. Je ne comprends pas, si vous voulez, si on veut vraiment prendre la mesure du problème. On a eu un président, il y a 1 an et demi, qui a su sauter sur sa chaise comme un cabri en disant « nous sommes en guerre contre un petit virus qui ne tue que certaines catégories de personnes ». Là, on est en guerre et c'est une guerre aveugle qui rafale, qui égorge à tout va. On vient de tuer le chef du groupe djihadiste État islamique au Grand Sahara. La réponse vous est apportée. Moi, j'attends une réponse qui protège notre territoire national face aux dangers de l'intérieur. Et quand j'entends effectivement M. Durand nous expliquer que c'est des attaques qui sont planifiées de l'extérieur, c'est vrai, mais vous voyez bien qu'ils ont des relais intérieurs puissants. Tous ces
toutes les personnes qui ont commis les attentats, c'était des Belges de nationalité, et alors qu'ils aient une autre nationalité, mais ils étaient belges, ils étaient européens, ils ont pu circuler dans tout l'espace européen avec leur passeport belge. Donc c'est très important de voir ça. Et lorsqu'on dit aux Français, est-ce que la France est en déclin ? Le sondage dit les Français le pensent, mais c'est pas le penser. C'est qu'effectivement la France est en déclin, et j'en veux pour exemple deux domaines. Le domaine international, qui est quand même le domaine du relatif, du comparatif. La France d'aujourd'hui n'a plus le même poids que celle qu'elle avait il y a 30 ou 40 ans. Du temps de Général de Gaulle, j'en parle même pas, mais même du temps de Mitterrand. D'accord, mais encore moins du temps de Chirac. Et en même temps, vous rejetez la construction européenne. Donc justement, parce que la construction européenne l'a affaiblie, madame. Non. Donc ça, vous revoyez votre littérature. Quand on regarde le devenir de la France depuis le début des années 80, lorsque l'Europe a commencé à s'intégrer, et plus encore depuis la mise en place de l'euro, on peut pas dire que la France est devenue une puissance. L'émergence de la Chine, l'émergence du Brésil, l'émergence de l'Inde. Justement. Tout se passe pas, monsieur Messia, autour de votre petite maison. Enfin, il y a des choses qui se passent au dehors de nos frontières. Si vous comparez... Donc il y a un principe de vase communicant à un moment. Si vous comparez par rapport à l'international, la France aujourd'hui, et parce qu'aussi les transferts de compétences à l'Union européenne ont affaibli notre volonté politique à l'étranger. Et le deuxième argument, c'est qu'à l'intérieur, la France est en quelque sorte en déclin par rapport à elle-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France est moins française qu'elle ne l'était il y a 30 ou 40 ans. C'est-à-dire qu'il y a une régression de l'identité nationale, il y a une régression du sentiment d'appartenance à un pays, à une nation. Comment vous le mesurez, ça ? Il y a une décrue de la fierté. Quelle donnée factuelle, malheureusement, permet de dire ça ? Mais attendez, quand 67% des Français le ressentent, madame... Non, mais dire qu'on est moins français qu'avant. Oui, on est moins français qu'avant parce que vous avez eu pendant 40 ans une folle politique d'immigration et de naturalisation sans exigence d'assimilation, et ça a vidé une partie de l'identité française de 4 minutes pour parler d'immigration, Jean Messia. Il vous aura fallu 4 minutes. Oui, quand on parle d'identité nationale, on parle de ça. Non, mais attendez, je comprends qu'on puisse faire des reproches au président de la République. Je pense qu'on ne peut pas lui nier le fait qu'au contraire, c'est un homme de culture et un homme qui porte la culture française. Quelle culture du coup alors ? Non, mais quelle culture du coup, s'il n'a pas de culture française ? Justement, je vous dis que c'est la culture française, monsieur Messia. Ne me dites pas l'inverse de ce que je viens de dire. Je vous dis que pour moi, c'est quelqu'un qui porte la culture française. Ben non, parce qu'il dit qu'elle n'existe pas. Non, mais je vous dis que pour moi. Non, mais pour vous, c'est pour lui. Peut-être qu'il a dit des propos au sein qu'il faudrait recontextualiser. Il est revenu sur ses propos. Non, mais d'accord, mais comme dit mon voisin, on ne peut pas revenir d'un propos pareil. Quand vous êtes président de la République, si une des premières prises de parole, vous dites que la culture française n'existe pas, et que quelques jours auparavant, vous étiez dans un meeting où vous saluez toutes les communautés de Marseille, les Sénégalais, les Comoriens, les Maghrébins, etc. Je suis désolé, ça ne fait pas France tout ça. Jean-Marc Chipot, depuis, vous reconnaissez qu'il est revenu sur ce qui a été dit. Non, mais oui, tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est la ventilation des réponses du sondage qui sont passées à votre écran pendant que nous parlions. Bon, attendez, vous intervenir. Oui, juste un instant, parce que la première fois, justement, les centristes, c'est le groupe qui reconnaît que la France n'est pas du tout en déclin, c'est le groupe majoritaire, suivi par La République En Marche. Quant à votre argument sur les vieux et les jeunes, justement, ce sont les jeunes qui pensent le plus que la France est en déclin, puisqu'on a aussi le pourcentage des 24-39 ans. Monsieur Jean-Marc Chipot. Oui, mais ils entendent toute la journée que la France est en déclin, les jeunes. Non, mais c'est pas parce que le pays vieillit, puisque les jeunes pensent ça aussi. C'est pas ça qu'ils entendent.